Sciences Po. Sciences Po. Sciences Po. Sciences Po. Sciences Po. Science Po. Sciences Po. Donc bonsoir. Comme toujours, au titre de mes fonctions, il m'incombe de la tâche passionnante, mais toujours aussi difficile d'introduire le conférencier. Donc, ce soir, j'ai le plaisir et surtout l'honneur de vous présenter l'un des chercheurs les plus influents dans son domaine. Et par ailleurs, l'un des plus cités. Je présente donc Bruno Latour. Lauréat du prix Holberg 2013, c'est le prix équivalent du prix Nobel pour les sciences sociales et les humanités. Si j'ai bien compté, titulaire d'au moins 5 doctorats honoris causa, membre de l'American Academy of Arts and Sciences, chevalier de la Légion d'honneur, ancien directeur scientifique de Sciences Po, où il est maintenant également professeur aussi associé à la London School of Economics. Et voilà, pour ne citer que quelques-unes de ses fonctions et distinctions, la liste, j'ai vérifié, est trop longue pour être citée en intégralité, pour pas trop prendre de votre temps. En fait, ces nombreuses distinctions et fonctions sont le fruit d'un travail innovant et passionnant, auquel il s'attelle depuis de nombreuses années. Formé en philosophie et en anthropologie, Bruno Latour a décidé de placer le lien entre les humanités et les sciences au cœur de ses réflexions. Il participe également à un MOOC créé par Sciences Po, et c'est là que j'ai trouvé ce qui pourra peut-être le mieux résumer son approche, si je ne me trompe pas. Today, no one can afford the luxury of ignoring how science and society collaborate to mold our common world. Il formule ainsi la conception des humanités scientifiques qui s'intéressent, je recite, à « the extension of the discoveries made by science and technological innovation defining our daily world. It is the only way to overcome what is often called the two cultures divide, science on the one side, literature on the other, to overcome the distinctions between science, morality, politics and society ». À titre d'exemple, son ouvrage Politique de la nature, comment faire entrer les sciences en démocratie, publié en 2004 après une première publication en 1999 aux éditions de la Découverte, témoigne parmi d'autres les d'autres nombreux ouvrages qu'il a rédigés de cette volonté de dépasser les oppositions disciplinaires dans la compréhension et l'analyse de phénomènes qui sont extrêmement complexe. Un autre exemple, et je peux en témoigner à titre personnel pour de très modeste manière y avoir participé à ce projet et la réussite, c'est la création à Sciences Po du double diplôme il y a maintenant 10 ans, d'un double diplôme avec l'université Pierre et Marie Curie. Il s'agit de la SCUB. Donc SCUB, ça vient des S cubes pour les 3 S de sciences et sciences sociales. Et à l'intérieur de cette formation sont regroupés, donc une formation d'une durée de 3 ans, formation initiale, sont regroupés des étudiants qui, à travers l'apprentissage parallèle, parce qu'ils ont véritablement 2 cursus en parallèle avec des liens que assure notamment Bruno Latour dans des enseignements, donc un apprentissage parallèle des sciences et des sciences sociales, donc les sciences à l'UPMC et les sciences sociales à Sciences Po. Ces élèves cherchent à appréhender le monde par la double complexité que sont les sciences, donc la nature, et les sciences sociales, donc la société et l'homme. Et cette double formation vise, et à mon avis ça fonctionne très bien pour connaître les élèves et l'enthousiasme avec lesquels ils y participent, de dépasser l'opposition artificielle et construite entre 2 mondes afin de saisir les complexités des enjeux. Bruno Latour nous fait ce soir l'honneur d'être parmi nous et de partager son point de vue sur un autre thème qui s'inscrit dans la ligne directe de tous les projets précédents. En fait, sous sa direction et en collaboration avec Laurence Tubiana, sera mis en place, ou est déjà mis en place, une simulation à Paris en mai 2015 qui vise à rendre possible une avancée significative des négociations sur le climat. Donc une réflexion sur le lien, justement, entre l'homme,
et la société et la nature dans laquelle il se trouve, pour réfléchir un peu entre les liens entre les deux. Vous savez tous, vous êtes directement concernés qu'en décembre 2015 se tiendra à Paris la COP 21, souvent décrit comme la dernière chance pour l'homme de sauver ce qui reste avant d'inverser définitivement la courbe et ne pas pouvoir le remonter. Et donc l'événement Paris Climate 2050 Make It Work, qui sera organisé au Théâtre des Amandiers, cherche à préparer, ou peut-être plutôt accompagner mentalement cette conférence sur le climat à travers ce que vous allez faire vous aussi, et dans ce sens Bruno l'a dit, vous êtes un peu un laboratoire pour ce qui se passerait en fin mai à Paris, une simulation qui intègre, et c'est là que ça devient intéressant, une dimension artistique, tout en cherchant de nouvelles manières de rendre visibles et surtout compréhensibles et intelligibles les enjeux qui lient donc les deux composantes dans le cadre du changement climatique, et surtout de réfléchir sur l'impact de l'Anthropocène sur cette évolution. Donc vous le savez, en amont de cette conférence qui aura lieu à Paris fin mai, fin mars, nous organiserons également une conférence, et Bruno Latour avec Frédéric Aitouati a accepté d'échanger aujourd'hui avec ceux qui organisent la MOOCOP 21 pour débattre un peu des idées et des possibilités, et surtout des manières d'approcher et d'appréhender un événement tel quel. Il nous a même accusé de mégalomanie. Ce n'était pas une accusation. Il paraît que nous réunirons un grand nombre d'étudiants comparable à celui de Paris. Donc, pour revenir à ce soir, je remercie Bruno Latour d'avoir accepté notre invitation. Malgré un emploi de temps que je sais très chargé et qui l'emmène régulièrement aux quatre coins du monde pour participer à toute une série de choses, de partager avec vous sa réflexion sur que peut l'université pour la conférence Climat 21. Donc un grand merci à vous Bruno, et je vous souhaite une très belle conférence. Merci beaucoup, merci pour cette introduction, merci aux étudiants avec qui on a échangé des idées, ils sont plus en avance que nous. Paris est un peu en retard, je veux dire, le campus de Paris, par rapport à vous, puisque vous avez déjà, en fait, la priorité c'est mars, nous on est en mai, on est un peu plus en avance. Et on a, je pense, échangé beaucoup d'idées sur donc l'ombrelle commune à tous ces projets, c'est Climate 2050 Make It Work. Il y a beaucoup d'initiatives, il y en a une en ce moment même à Poitiers qui ouvre exactement à la même minute avec une autre conférence, c'est ça, sur le climat, et je vous invite à venir samedi dans l'intérieur de cette forum citoyen sur le climat où il y a une création musicale. C'est important qu'il y ait aussi des gens qui viennent il y a un bruit bizarre, c'est un téléphone. C'est vraiment une sirène. Il y a d'autres initiatives, celle-là nous intéresse beaucoup, c'est le Rimini Protocol qui fait à Hambourg un spectacle à partir de l'invention d'une conférence climat. Donc il est arrivé, ça nous intéresse, il y a plein d'idées je pense à reprendre à la fois pour votre projet et pour le nôtre dans leur protocole. C'est des artistes qui s'appellent Rimini Protocol et qui ont inventé un système pour rendre visible pendant 2h30 une négociation climatique au public habituel qui vient au théâtre. S'il y en a que ça intéresse, on essaiera de faire un débriefing de leur expérience. On a envoyé des gens là-bas qui parlent allemand, évidemment, parce que tout est en allemand, pour essayer d'utiliser un certain nombre de leurs procédés, justement, d'organisation du débat. C'est important qu'il y ait d'autres gens qui fassent des expériences sur ce sujet, à la limite entre art et science, parce que ça nous aide beaucoup. Et puis, il y a pour nous l'expérience clé de Sciences Po en 2011. On n'est pas arrivé à brancher le son, mais c'est pas grave, j'ai juste montré, j'ai donné... Les négociations à proprement parler commencent. Je représente la secrétaire exécutive. Donc ça, c'est le film, et le film complet, je l'ai donné à votre directeur, et donc
il va vous être mis sur le site. Il dure 1 heure, mais j'ai pas le temps de le montrer. Absolument faire un peu émergent. Ça, c'est le petit teaser du service communication de Sciences Po qui n'est pas le plus sexy de tous les teasers. Mais bon, ils font ce qu'ils peuvent. Mais vous aurez le film complet, qui est un film fait par la télé sur l'expérience de 2011. Ça vous donnera aussi une idée sur ce que les journalistes peuvent faire sur votre propre simulation. Et vous voyez, ils avaient imité au maximum la conférence climat de 2009 qui avait raté. À la fois de couvrir l'événement et aussi d'essayer d'influencer comme ont pu influencer les médias dans la vraie conférence de Copenhague. Donc il y a aussi les ONG qui étaient représentées et les journalistes. Je viens des glaces arctiques. Je viens protester contre la fonte des glaces, en effet. Donc vous reconnaissez l'autre péniche, et donc c'était à l'intérieur de Boutmy. Donc il y a toute une série d'événements qui ont été imités. C'est important que vous regardiez le film attentivement parce que ça donne une idée de la façon dont se déroule le lien entre les délégations dans une situation qui imite au maximum, ce qui n'est pas ni votre but ni le nôtre, qui imite au maximum la négociation, le cadre onusien de la COP. Mais il y a eu plein d'événements très intéressants et le film est plutôt assez bon. Il utilise aussi des films d'une autre école que j'ai créée. C'était leur premier test en quelque sorte, l'école des arts politiques de Sciences Po, qui ont suivi la conférence climat et qui ont aussi utilisé qui ont fait un certain nombre de films. Donc je pense que je peux aller vite sur la conférence climat. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est une innovation, et donc on est obligé de suivre en fait cette innovation, puisque c'est de la géopolitique, assez classique finalement, mais à l'intérieur sur un certain nombre de sujets complètement nouveaux, puisqu'il s'agit de résoudre des questions de nature. Il y a eu d'innombrables conférences diplomatiques, mais des conférences diplomatiques sur des questions et des objets de la nature, ça c'est quand même assez original, et un objet naturel qui n'est pas stable, qui est lui-même instable. Donc tout ça agite beaucoup les procédures juridiques, géopolitiques, et évidemment ça nous agite, ça vous agite, puisque vous êtes en train de mettre en place un principe innovant de débat, et on essaye nous aussi de le faire. C'est donc de façon intéressante la plus grande conférence diplomatique depuis le traité de Versailles. Bon, le traité de Versailles, ça ne s'est pas super bien passé, les conséquences ont été un peu désastreuses, mais du point de vue du nombre de gens, du nombre de diplomates, c'est impossible de les mettre dans la galerie des glaces. Maintenant, il faut créer au Bourget de la place pour y mettre 20 000 diplomates en train de négocier. Donc c'est une très grosse entreprise, simplement en termes de... là, c'est vraiment mégalomaniaque. La vôtre, aussi importante qu'elle soit, reste quand même modeste par rapport à ça. Je ne vais pas vous refaire l'histoire des conférences climat. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est quand même une assez longue histoire. Selon les historiens de l'environnement, il faut en gros commencer en 72 pour commencer à comprendre comment se mettre en place à la fois le souci d'un environnement global menacé et le début d'une procédure géopolitique avec toute une série d'événements. L'événement important, c'est la première conférence des partis. Sur le terme de parti, il y a un élément juridique que je n'ai pas bien compris encore, mais qui est important, en 1995. Et puis, le début, je pense que c'est des points assez importants, c'est le début en 2007, au moment où le GIEC reçoit le prix Nobel de la paix. C'est assez bizarre pour une institution scientifique de recevoir le prix Nobel de la paix, mais ça dit bien le genre d'hybride science et politique dont il s'agit. Commencent les campagnes de dénigrement qu'on va appeler les marchands de doute, qui jouent un rôle très important dans cette histoire. Et puis 2009, l'échec de la conférence de Copenhague. On disait aussi que c'était la dernière conférence de la dernière chance, comme on le dit maintenant pour Paris. Heureusement, il y a beaucoup de dernières chances, mais évidemment à chaque fois la dernière chance, les dernières chances. On passe les étapes successives et les hypothèses sont de plus en plus pessimistes, mais il faut arriver à échapper à ce pessimisme. Et puis il y a la conférence, je suppose qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont à Lima, parce que c'est quand même l'Amérique latine. Non, vous n'envoyez pas tous vos étudiants à Lima? Ça c'est dommage de rater ça, parce que on a une élève de SPIP de l'école des arts politiques qui va nous faire un compte-rendu, qui est justement journaliste norvégienne, qui va nous faire un compte-rendu précis, et ça dure 15 jours, c'est assez intensif.
Et puis donc la conférence de Paris qui arrive. Juste pour vous donner une idée, ça c'est le cadre de la conférence de Varsovie, donc la COP19. Voilà l'état dans lequel se réunissent les malheureux diplomates. Ils sont à l'intérieur d'un stade qui est entièrement vide et à l'intérieur d'un objet construit pour eux, air conditionné, à l'intérieur duquel on a collé 15 000 gus pour essayer de négocier la conférence climat dans une circonstance qui en quelque sorte manifeste le fait que la société civile n'est pas très présente, sauf si vous remplissiez les gradins de gens qui disent allez-y, vas-y, fonce, négocie, ne cède pas, etc. etc. Mais vous voyez que la situation visuelle est assez intéressante du point de vue du dispositif. Évidemment, ça passionne beaucoup. Et voilà les négociateurs. Forum hybride, vous voyez la malheureuse dame qui est là, c'est Madame Figueres, c'est elle qui est la secrétaire de l'ensemble du projet. Je signale qu'elle a dit qu'elle voulait absolument venir à notre simulation en mai. Il faut lui prévenir de votre simulation aussi. Parce que c'est la dame qui règle en quelque sorte, qui essaye d'assurer ce secrétariat très, très compliqué, de faire travailler comme votre représentant, enfin je sais pas, le chef de votre délégation à vous, qui joue le rôle de secrétariat, c'est l'équivalent là, plus des scientifiques et des négociateurs venant de tas de professions différentes qu'il faut arriver à faire jouer. Donc ça, vous allez le simuler, nous aussi, de façon assez directe. Point important, je pense que ça vous intéresse autant que nous dans votre propre simulation, c'est que ce sont des sujets conflictuels. Et ce n'est pas une conflictualité légère, il y a une bataille pour les esprits. Une bataille pour les esprits. Les historiens de l'environnement qui sont très importants en France, vous en avez invité un à votre conférence de mars qui s'appelle Bonneuil, qui est un très bon spécialiste de la question. Les dangers étaient connus. C'est pas du tout on avance, on fait un peu des bêtises et on s'aperçoit rétrospectivement qu'on a fait des bêtises. Non, on a su depuis le début, et d'après l'historien Fressoz, on savait dès le début du 19e siècle qu'on était en train de faire des choses qui allaient nous retomber dessus de façon dangereuse, et on a dit on fonce quand même. L'expression qui est l'expression d'un roman et d'un film célèbre, c'est les yeux fermés, grands fermés. On est rentré les yeux grands fermés. On a dit, le terme de Fressoz, c'est désinhibition. On a dit, on sait que c'est dangereux, on le fait quand même. Point important, parce que ça veut dire que ce n'est pas simplement un problème de conscience. On dit souvent, oui, mais si les gens ne sont pas conscients des problèmes, et s'ils étaient conscients, ils feraient quelque chose. Réponse, non. Ils étaient conscients, pour des raisons très précises. On a dit, malgré le fait qu'on est conscient, on fait quand même des bêtises. Donc c'est pas du tout, c'est important pour la dynamique de tous ces débats. C'est pas toutes ces questions ne sont pas des questions de bon esprit. C'est pas parce qu'on parle de questions de nature qu'on est sympa et on va s'entendre. On sait très bien les enjeux et les conséquences sont assez connues. Il y a beaucoup de livres maintenant traduits en français sur ces questions. Je pense que vous les connaissez. Un des points importants pour ceux qui sont économistes ici, le point très intéressant, c'est que depuis le rapport du Club de Rome, on a très clairement dit attention, c'est pas possible, et on a dit, on continue quand même 2 fois, en 1945 et dans les années 70, l'économie elle-même, la science économique, a rendu indéfini en tout cas, des phénomènes qui justement étaient montrés par des études très nombreuses comme finis. Donc il y a un vrai problème. Toutes ces négociations, tout ce que vous allez faire, tout ce que nous allons faire, c'est on s'affronte à des intérêts qui sont clairement de l'ordre de la dénégation, disons. Donc c'est important, c'est pas simplement des gens ignorants qu'il faudrait enseigner, c'est pas simplement la prise de conscience, disons, pour prendre un terme assez connu. J'aime beaucoup ce slogan, je l'ai pris ça quand j'étais à la manifestation sur le climat à New York en septembre, où j'étais avec Frédéric pour présenter la pièce de théâtre que nous avons fait ensemble, Gaia Global Circus, et la manifestation était organisée par slogan. Donc selon la rue de New York où vous alliez, vous étiez derrière un slogan différent. Et celui-là est pas mal parce que we know who is responsible. C'est-à-dire que ce n'est pas des forces anonymes qui s'exercent sur nous. Il y a des responsables, il y a des gens dont on connaît le nom et l'adresse qui sont responsables de cette situation. Ce n'est pas tous les humains, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas des gens ordinaires, ce sont des responsabilités précises. Donc il y a une politisation précise, disons, qui est en jeu dans cette affaire et qui est très, très claire dans la marche pour le climat, laquelle était un vaste chaos de 1000, je ne sais pas s'il y en a une ici, mais celle à Paris était plus petite. Ce qui nous intéresse, comme vous, comme nous, c'est qu'on va utiliser le cadre onusien, parce que c'est le seul cadre qu'on connaisse pour discuter de situations géopolitiques un peu complexes, mais on va essayer de le décaler.
Dans ce cas-là, il n'y a pas d'État mondial, évidemment. Enfin, il n'y en a pas du tout, pour aucun cas, mais en particulier pas dans celui-là. Mais le point important, c'est qu'on ne peut pas non plus, on ne peut plus en tout cas, peut-être qu'on l'a pu à un moment, mais on ne peut plus s'appuyer sur les sciences pour obtenir le consensus sur les mesures à prendre. Non pas, comme je vais le montrer, parce que les sciences sont controversées, mais parce que les puissants lobbies organisés du côté de la dénégation, disons, rendent impossible l'appel aux sciences. Et si on dit les sciences, les gens vont dire non, non, mais ça ne suffit pas. C'est à la fois positif et négatif. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas construire un accord en disant écoutez les gars, c'est pas la peine de discuter, les faits sont là, on sait que ça c'est très dangereux, ces émissions sont très dangereuses, et donc on va obtenir l'accord. L'accord ne suit pas la décision politique. C'est vrai de tous les sujets, comme les historiens des sciences le savent bien, mais quand même, en gros, si on vous dit ici, il y a 3 porteurs d'Ebola qui sont en train de vous postillonner la figure, vous n'allez pas discuter indéfiniment, vous allez vous écarter vite fait, et vous allez aller chercher le SAMU, vous mettre dans une tente, mettre des gants, etc. En gros, vous n'allez pas dire oui, mais peut-être que c'est pas vrai, ou peut-être que oui, d'accord. Mais avant de savoir si c'est pas vrai, je prends mes précautions et je m'écarte de mon voisin aussi loin que possible. Tandis que là, ce n'est pas du tout la situation. La science n'a pas le pouvoir d'unifier. On sait aussi que l'État, une voix, un État, c'est pas vraiment ce qui... C'est une vaste fiction, parce que, oui, bien sûr, mais les petits États, comme vous le savez, n'ont pas la même force. Point plus important, c'est dans une série d'articles, je crois que vous allez entendre demain à l'espace Madé de France à Midan, allez-y vraiment, c'est une très très bonne spécialiste de la question, sur le fait qu'on sépare aussi la question du climat de toutes les autres grosses questions qui fâchent le commerce, les questions militaires et les questions d'énergie. Et donc il y a des organisations séparées de l'ONU pour ce genre de choses qui sont évidemment très importantes, qui ont un impact direct sur le climat. L'énergie que vous utilisez et les politiques militaires, ça a des conséquences énormes sur la suite des opérations. Mais le climat se trouve en quelque sorte isolé et donc en quelque sorte de façon construite pour être impotent. C'est l'hypothèse d'Ami Dahan qui étudie ce problème des négociations depuis très longtemps et je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait. Mais évidemment, et je pense que ça on en a discuté tout à l'heure avec vos collègues chargés de l'organisation, les limites nationales sont là officiellement mais elles sont complètement débordées, constamment. En fait, il n'y a que des éléments, il n'y a que des situations qui débordent, qui sont même pas transnationales, elles sont anationales en quelque sorte. C'est vrai. Et ça, c'est très important pour nous, peut-être plus que pour vous, mais pour notre négociation de Metz et de Capital, les disciplines scientifiques ne sont pas nationales, même si, évidemment, les chercheurs ne cherchent pas dans un vide, mais néanmoins, ils sont liés. Leurs liaisons, disons, disciplinaires sont souvent plus importantes que leurs liaisons nationales. C'est vrai, évidemment, des lobbies. Les lobbies ne sont pas souvent nationales. C'est vrai des organisations internationales, mais aussi des multinationales, des compagnies multinationales. Donc en fait, il y a plein, c'est vrai, des ONG, et c'est vrai, d'un point qui nous intéresse beaucoup, peut-être, nous avons axé tout notre, on en discutera après, nous avons axé tout notre projet là-dessus, sur ce que j'appelle en anglais matters of concern, les sujets de préoccupation, les affaires, ce qu'en anglais on dit aussi issues, je suppose qu'il y a un nom espagnol pour dire ça. C'est-à-dire, en fait, les gens sont organisés, nous sommes tous organisés dans notre tête autour de issues. On a peut-être des idées politiques de gauche, de droite, du milieu, etc. Mais en fait, dans notre tête, c'est les issues qui comptent. C'est-à-dire la façon dont des sujets de préoccupation, justement, nous prennent à l'estomac. Et ce n'est pas simplement des idées politiques vagues. Et donc, on s'intéresse beaucoup à essayer de représenter les issues. Et donc, l'hypothèse que nous travaillons, c'est est-ce qu'on peut leur donner un cadre ? Donc dire les partis, la Conference of Parties, la COP, ce n'est pas des partis États, c'est des parties prenantes, des partis qui ne sont pas forcément des États. Et c'est ça qu'on voudrait essayer de représenter. Et donc là, on va, grâce à vous, on va apprendre beaucoup en mars si c'est faisable ou pas si c'est faisable. En dérivant un tout petit peu le principe onusien qui est par ailleurs fort utile. Donc la question, c'est qu'il faut ralentir cette négociation. Il faut la ralentir et la désagréger. Elle est beaucoup trop agrégée. Elle est agrégée par cet énorme entonnoir qui dit si on se réunit, c'est des nations, et elles ne sont pas toutes aussi égales malgré le fait que chacune ait une voix. Elles sont sur le climat. Le climat, c'est le CO2. Le CO2, c'est 2 degrés. Et évidemment, comme l'a montré très bien Ami Dahan et les autres, l'échec de Copenhague, ça a été cette espèce de siphonnage ou d'entonnoir qui a amené la négociation sur cette seule question
avec l'accusation de dire mais ça c'est pas vraiment scientifique, c'est une construction de problème, et vous entraînez les scientifiques dans une défense d'une position politico-diplomatique pour laquelle ils ne sont pas faits et qui vont, comme on l'a vu après, qui va les affaiblir, ce qui est exactement ce qui s'est passé. Donc on voudrait sortir de ce problème, c'est que c'est pas parce qu'on parle de la planète et de problèmes scientifiques que ça unifie. La grande découverte, vous l'avez déjà montré dans Politique de la nature, c'est que quand on parle de sujets qui portent sur la nature, ça n'unifie pas. C'est pas parce qu'on parle de sujets scientifiques que ça unifie. Je mis exprès là, The All Earth Catalog, qui est un très intéressant moment des années 70, où justement on découvre la planète bleue. Soi-disant, cette planète bleue est supposée nous unifier. Ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé depuis lors. Le fait d'être unifié, le fait d'être sur la même planète ne semble pas au contraire. On peut même dire que le sentiment d'incommensurabilité entre les territoires de cette planète semble plutôt s'être accru. Et donc il n'y a pas moyen, ça c'est une œuvre d'une artiste qui s'appelle Tanja Demian, que je trouve très amusante, il n'y a pas moyen d'imaginer une situation où il y a de la politique qui entoure en quelque sorte un objet naturel, ici un volcan. Il s'agit évidemment, vous vous en doutez, d'un montage. Mais on n'a pas non plus ce genre de situation que vous reconnaissez qui sort de Dr Folamour, dans lequel on aurait une vaste salle de réunion, donc l'ONU, enfin, je ne sais pas, peut-être que c'est ça que vous voulez faire en fait, une vaste salle où on domine tous les problèmes énergétiques et climatiques de la planète, et où on dit, vous faites ça, vous faites ça. Les rêves de géo-engineering et de cybernétique que les militaires américains entretiennent soigneusement, ils ont eux-mêmes inventé ces situations. Il ne faut pas oublier que les questions climatiques sont d'abord des questions militaires, c'est les premiers qui font les travaux dès les années 40 et qui développent les premiers modèles climatiques. Ça a toujours été lié à la question de la modification du climat, et évidemment à la question atomique. Donc ce modèle-là est en tête de tout le monde. Lorsqu'on parle de géo-engineering, il faut un contrôle, et en gros la position américaine, nord-américaine, je veux dire, ici, dans cette salle, il faut se préciser, la solution nord-américaine reste quand même un peu dans cet idéal de domination militaro-industrielle d'une planète dont on contrôle en quelque sorte les mouvements par une espèce de métaphore qui vient de la cybernétique, en très gros, et qui, au fond, n'est pas si loin de ce que le docteur Folamour souhaitait. Donc le point important pour nous, je signale que cette image, j'aurais pas le temps d'en parler, vient du meilleur livre sur la question en France, qui est une BD, je ne sais pas si vous la lisez, qui est Saison brune. Je ne sais pas si vous connaissez cette BD. Il faut le faire acheter par la bibliothèque, c'est la meilleure chose sur le climat en ce moment, en France en tout cas. Maintenant c'est traduit en anglais, je ne sais pas si c'est traduit en espagnol. C'est un BDiste que j'avais invité l'année dernière, qui est absolument sensationnel, Squarzoni, je suppose que vous l'utilisez, qui est un maître et qui a fait le meilleur livre sur la difficulté de parler de ces questions. Ok, donc voilà le cadre un peu général. Maintenant, il s'agit de comment on va faire pour créer en fait des espaces de négociation sur des territoires, mais des territoires qui ont une autre tête que les nations. Ou plutôt qui sont les nations, mais autrement reconfigurées. Et je rappelle qu'évidemment, le cas de l'Amérique latine est très passionnant, parce qu'il y a des tas de ressources politiques anciennes, sans parler des peuples indigènes, il y a plein d'autres ressources qui font que le cadre national n'est pas aussi, disons, obsessionnel que pour les autres. Donc, problème fondamental, ces territoires sont rendus visibles par les sciences. On ne peut pas se passer des sciences, on posait la question de savoir si on peut être dans les questions techniques ou pas, on ne peut pas se passer des questions techniques, parce que c'est dans les sciences que se trouve... en fait, l'ensemble de la sensibilité aux phénomènes dont il s'agit viennent des sciences. On ne peut pas les séparer. Sans les sciences, nous ne saurions absolument rien de la crise, de la mutation écologique dans laquelle nous sommes. Je passe très rapidement, ça c'est le dernier rapport de sommaire du GIEC. Je vous rappelle quelques chiffres qui sont peu discutés. Ça c'est l'élévation du niveau de la mer. Ça c'est le carbone dioxyde, la fameuse courbe en hockey qui a été validé malgré les disputes innombrables sur son dessin. Ça c'est très important, c'est sur le contenu de la chaleur, et en particulier l'absorption par la chaleur de l'océan profond. Je vous donne juste ça, c'est les derniers chiffres qui sont dans le résumé de l'IPCC. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des sciences
qui sont des sciences fondées sur une multitude de collaborations et d'institutions mêlées qui, d'ailleurs, les ouvrent à la dispute, parce que c'est des sciences naturalistes. C'est des sciences, on pourrait presque dire, qui auraient été tout à fait compréhensibles au XIXe siècle. C'est mon domaine d'étude principal, c'est l'étude des activités scientifiques. En tout cas, c'est là où je me suis formé, disons, à la compréhension de l'activité scientifique. Et donc, pour le moment, pour comprendre un peu de quoi il s'agit, le meilleur livre reste, il est en anglais malheureusement, je crois qu'il est traduit en espagnol d'ailleurs, c'est le livre de Paul Edwards, Vast Machine, qui décrit l'histoire et l'instrumentation nécessaires à la production de ces connaissances, qui sont des connaissances qui sont en réseau en quelque sorte. Toutes sont fragiles, chaque item est fragile, mais l'ensemble est évidemment d'une grande robustesse. C'est des petites sciences. Si vous voulez vous familiariser avec elles, le meilleur site, c'est celui-là, thiniceclimate.org, où vous avez, je crois, à ma connaissance, la meilleure pédagogie, disons, c'est des séries de petits films. Il y a un long film qui est payant, je pense que votre directeur peut vous l'acheter, mais il y a des films qui ne sont pas payants, qui sont des petites vidéos de chaque point qui vous donnent une idée de la pratique scientifique, comment est-ce que ces connaissances sont obtenues. Parce qu'il ne suffit pas de dire on sait ça, il faut toujours dire oui, mais comment on le sait et par quel procédé. Et ça donne une très très bonne idée du travail. C'est des sciences comme celle de monsieur Keeling, que vous voyez là dans son observatoire à Hawaï. C'est lui qui a permis de voir l'augmentation régulière du CO2 dans l'atmosphère. Ce sont des sciences, des petites sciences, des sciences humbles, des sciences du soin, de l'instrumentation, un peu semblables à ce qui vous arrive quand vous allez à l'hôpital et qu'on vous met des tubes et des thermomètres, etc., pour savoir comment vous vous sentez. Donc ce n'est pas des sciences explicatives, c'est ça un problème qu'on a toujours. Il y a des modèles, et puis il y a une multitude d'instrumentations des données. Ça ne ressemble pas du tout aux sciences telles qu'on les imaginait encore dans les années 50, où à partir de quelques lois on allait déduire le reste de l'activité humaine. Donc c'est aussi des sciences à la fois plus fragiles, mais collectivement plus fortes, et surtout beaucoup plus faciles à comprendre, dans chaque détail. Tous les sujets étant évidemment objet de longues controverses. Ce qui est important, c'est que ça change complètement la façon dont les scientifiques travaillent avec le public. Et ça vous intéresse. J'insiste sur ces points, parce que comme on m'a dit que vous hésitiez, est-ce qu'on rentre dans les détails techniques? Et je pense qu'il faut, la réponse est oui. Je voudrais vous montrer pourquoi. Les grands concepts récents des scientifiques sont tous autour de cette question. Comment je parle de phénomènes qui sont avérés? Ici, c'est la fameuse courbe sur l'augmentation du nombre de... la quantité de CO2 par million, 440 c'est par million, qui sont aussi des alertes. Donc ça, c'est un truc, si vous voulez, c'est comme un médecin qui vous annonce que vous avez un cancer. Il vous le dit parce qu'il l'a bien vu, mais il sait que s'il vous le dit, vous avez un cancer, vous avez des choses pas très agréables qui vous arrivent, ou non, c'est très bien, vous inquiétez pas, c'est pas pareil du tout. Donc on est habitué à ça dans la relation médicale. On ne l'était pas en physique, en climatologie, en biochimie, etc. Or, il se trouve que tous ces scientifiques sont peu à peu amenés, sans le vouloir, et je pense que c'est un des éléments de l'exposition que vous avez faite, parce que c'est cette situation de propos qui sont, pour parler en philosophe, à la fois des constatations, des constatifs et des alertes. C'est-à-dire, ils vous disent, il faut faire quelque chose. C'est comme si vous entrez dans un bus, vous voyez un gros monsieur qui va s'asseoir sur un bébé, et vous lui dites, vous n'allez pas lui dire, il y a un bébé. Vous allez dire, arrêtez, il y a un bébé. Et si vous dites, et s'il ne fait rien, vous considérez que ce type est, soit il ne parle pas français, soit il ne comprend rien du tout. Et donc c'est des énoncés, et c'est difficile dans ces cas-là de séparer, il y a un bébé qui est un constatif, et il y a un bébé, vous allez l'écraser, faites quelque chose. Eh bien, le problème, c'est que tous les énoncés scientifiques en ce moment sont comme ça. C'est des énoncés alertes. Et ça trouble évidemment complètement la formation normale des scientifiques. Et ça les oblige à réfléchir. Du coup, ils sont obligés d'inventer toute une série de termes bizarres pour se mettre en quelque sorte à absorber cette situation. Le premier terme, anthropocène. Je ne sais pas qui connaît le mot anthropocène dans ces termes. Anthropocène est connu? Pas tellement. Donc, je suppose qu'il faut aller voir l'exposition de... Welcome to the Anthropocene, you guys.
L'Anthropocène, c'est un terme... on a fait une exposition à Toulouse, s'il y a des Toulousains parmi vous, il faut y aller, aux abattoirs, sur cette question. L'Anthropocène, c'est un terme de géologue, ou plutôt de stratigraphe. C'est les gars qui s'occupent des sédiments. Ils sont en train d'essayer de réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de la trace que les humains laissent sur le monde. Et donc, Anthropocène, c'est le nom d'une période géologique dans laquelle nous nous trouvons. Si vous voulez des détails, j'ai fait un très bon article dans Le Monde la semaine dernière, vous avez qu'à le télécharger. Dans les termes un peu bizarres, il y a un autre terme qui est grande accélération. Il y a évidemment, donc ça c'est toujours l'Anthropocène, je passe rapidement. La grande accélération, c'est encore une fois des géologues, des climatologues qui s'assemblent et qui disent qu'est-ce qui nous est arrivé et comment on peut représenter la footprint des humains sur Terre. Et donc vous avez là, j'ai agrandi en haut pour que vous voyez bien, la footprint des humains en 1900, en 1950 et maintenant en 2011. Et donc on a quelque chose qui est incommensurable du point de vue du taille. 1950, c'est à peu près quand j'avais 3 ans, vous voyez, c'est quand même, on n'était quand même pas très nombreux et notre présence sur la planète n'était pas super visible. Tandis que maintenant elle l'est, et c'est pour ça que le mot Anthropocène décrit la force, les humains comme force géologique. Ça pose plein de problèmes, il y a plein de disputes sur la question, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des idées de sciences sociales et d'histoire et de philosophie politique qui viennent des scientifiques, pas du tout des intellectuels, lesquels restent très tranquillement à penser que finalement les choses vont s'arranger. Autre concept intéressant, celle de limite planétaire. Ça, c'est un super sujet de négociation, je le signale d'ailleurs si vous cherchez un sujet de débat, c'est-à-dire de savoir si on a ou pas les limites pour continuer à s'étendre et quelles sont ces limites. Encore une fois, c'est un concept disputé, parce que c'est inventé comme ça par les scientifiques en train de se dire mais est-ce qu'on peut calculer les limites planétaires pour éviter, pour dire où est-ce qu'on les repère. Donc là, ils inventent une espèce de petit abac, un petit diagramme, en rouge on dépasse, en vert on ne dépasse pas, en fonction de critères. Tout ça pourrait être le sujet de dispute, naturellement. Mais ce qui est intéressant, et des élèves de Sciences Po, on n'a pas besoin de le répéter, la notion de limite est une notion juridique et éthique qui se trouve croisée ici avec une raison, des raisons naturelles. Donc, à la fois, c'est discutable, mais en même temps, c'est très intéressant de penser que des scientifiques sont en train de parler, finalement, d'une éthique naturelle. Quelque chose qui ressemble à du droit de la nature, bizarrement, terme qu'on croyait avoir abandonné et qui maintenant revient en force. Et puis, il y a une autre invention qui m'intéresse beaucoup. J'ai fait beaucoup de travaux sur ce personnage, Gaïa, dont vous connaissez en Amérique latine un équivalent partiel en Bolivie, qui est Pacha. Il paraît qu'il ne faut pas dire Pachamama, mais Pacha, ça suffit. Je ne connais pas suffisamment la langue. D'ailleurs, je ne suis pas bien sûr du nom de la langue. C'est du quechua? D'accord. Du quechua, pardon. Et donc, Pacha, il faut dire, parce qu'il paraît que Pachamama, en fait, c'est ni mâle ni femelle, mais mes connaissances sont très limitées. J'ai passé juste une semaine au Chili, il y a 15 jours, j'ai appris très vite, mais pas suffisamment. Et donc, Pacha et Gaïa ont un lien entre elles qui est le fait d'essayer de travailler cette idée d'une planète qui est capable de réagir à nos activités. Donc ce n'est pas la nature indifférente à nos activités, ce n'est pas la nature qui est tellement forte qu'elle nous domine, ce n'est pas la nature faible qu'on domine, c'est une nature qui réagit à ce qu'on fait contre elle. Si vous voulez, le modèle, c'est un peu l'histoire de Pi, de Pi, Story of Pi. Vous êtes dans la barque, mais il y a un tigre. Donc vous avez beau dire, oui, mais c'est juste un tigre, ben ça modifie un tout petit peu votre comportement. Gaïa, c'est le tigre dans le bateau. On est dans le même bateau, mais il y a un tigre. Et le tigre, il faut commencer à comprendre ce qui se passe. Et c'est cet être qui réagit. Donc ça ne veut pas dire qu'elle est unifiée, mais ça veut dire qu'elle est active. Ça perturbe. C'est encore une invention. Et pour vous montrer que c'est une invention assez maintenant établie, ça c'est une exposition au Science Museum à Londres sur Lovelock, monsieur Lovelock lui-même, qui est l'inventeur de cette hypothèse Gaïa. Et l'exposition s'appelle Unlocking Lovelock. Bon, ça, la blague est évidente, mais Scientist, Inventor and Maverick. Donc c'est de la science qui n'est pas fringe. Elle est évidemment discutée, mais moi je m'intéresse beaucoup depuis très longtemps à Lovelock et c'est tout à fait passionnant. Évidemment, cette situation nouvelle des sciences
et je pense que vous êtes au courant, entraîne des disputes à l'intérieur des sciences. Ou plutôt, crée les scientifiques déstabilisés par cette situation originale de parler de choses qui sont en même temps des alertes, se trouvent en quelque sorte affaiblis lorsque des lobbies bien organisés, qui ont d'ailleurs travaillé avant sur le fait que la cigarette était très bonne pour le cancer pas du tout dangereuse pour les cancers des poumons, etc., commencent à attaquer les résultats scientifiques. En gros, depuis les années 2000, on estime à peu près à $1 milliard par an, simplement aux États-Unis, les sommes dépensées par ce qu'on appelle, avec, à mon avis, beaucoup de charité chrétienne, climato-sceptiques, mais qui méritent le nom parfaitement justifié de climato-négationnistes, puisque la dispute est un peu celle équivalente de celle sur la Shoah. Je vous rappelle, non, vous étiez peut-être trop petit maintenant. C'est vrai que vous êtes très petit en fait. En fait, 2009, quand même, vous étiez quand même déjà en train de réfléchir à quelque chose. Oui. Ça, c'est Monsieur Allègre, qu'on avait lâché et qui a eu une influence énorme sur la climato-scepticisme en France. Il a transformé à lui tout seul, entre 2009, qui est le moment de la conférence climat de Copenhague, et mars 2010, il a fait basculer 30% des Français du côté du climato-sceptique à lui tout seul. Donc c'est un type dangereux. D'autant plus dangereux qu'il n'est pas payé. C'est pas quelqu'un qui... enfin, je ne suppose pas, il n'est pas acheté par l'industrie du charbon ou du pétrole. Il pense vraiment qu'il faut se lancer dans cette affaire alors qu'il n'est pas spécialiste de la question. C'est très intéressant cette affaire politico-scientifique. Et là, vous avez vraiment un méchant, un type vraiment horrible, qui, dans une version de notre pièce, M. Luntz, qui est celui qui a fait cette phrase célèbre au moment du premier mandat de Bush fils, en disant s'il y a un accord, si les gens pensent qu'il y a un accord scientifique, on va être obligé de faire prendre des mesures. Donc il faut absolument créer, et c'est un mémo au Parti républicain qui est un mémo célèbre, il faut absolument créer des conditions de doute sur les résultats scientifiques pour que les conséquences politiques ne soient pas admises par les Américains. Et vous savez que les Nord-Américains, je crois que la situation est assez différente d'après ce que j'ai compris au Sud, les Nord-Américains définissent maintenant républicains démocrates en fonction du fait qu'on pense que l'origine anthropique du réchauffement global est un joke ou même une fraude. Donc le président du sous-comité pour les investissements et je ne me rappelle plus le nom exact, du prochain Sénat, a écrit un livre qui prouve que la science du climat est un joke, ainsi que Darwin et quelques autres sciences détaillées. Donc ça crée une situation très compliquée pour les scientifiques, et ça vous ne pouvez pas ne pas en prendre compte dans la discussion. Je crois que nous on va essayer d'approcher ça vraiment directement. C'est que le public pense qu'il y a un débat alors qu'il n'y a pas de débat scientifique. Donc ça c'est un cas assez rare. D'habitude c'est le contraire, il y a un débat scientifique et les gens pensent que c'est une certitude, mais là c'est le contraire. C'est-à-dire que j'ai mis là un article récent qui a fait une étude des 2258 papiers publiés sur la question de l'origine anthropique et dans des revues à comité de lecture. Et vous voyez le petit trait qui est là au milieu. En haut, c'est juste ceux qui pensent qu'il y a un doute. Donc en gros, l'affaire est cuite. Il n'y a pas de doute sur l'origine anthropique, du moins dans la littérature scientifique. N'empêche que si vous interrogez vos parents, vos grands-parents, vos amis, votre petit chien et la personne qui vous livre votre café au bar, ils vous diront « Ah oui, mais tout ça, c'est quand même des bobards, on nous a dit beaucoup de choses, mais il y a des doutes, etc. » Donc il y a un cas très intéressant, je ne sais pas comment vous le traitez dans l'exposition, mais c'est vraiment important, dans lequel il y a un décalage. Pour une fois, c'est la controverse n'est pas du côté. D'habitude, c'est toujours le contraire, c'est-à-dire que les gens se précipitent sur les certitudes et oublient qu'il y a des controverses. Là, c'est le contraire, et ça pose plein de problèmes, évidemment, aux scientifiques intégrés. Vous pouvez interroger demain. Demain matin, vous avez 2 grandes conférences importantes à Manès France. La première de Le Trott, qui travaille sur ces questions, que j'ai moi-même vu affronter, attaquer par des climato-sceptiques méchants et sales et méchants, enfin propres et sales et méchants, et Ami Dahan, qui travaille sur ces questions depuis longtemps. Il y a un excellent livre, que j'espère qu'il est à la bibliothèque, en tout cas il est à celle de Paris, sur les marchands de doute. Il faut leur donner leur nom, ils ont payé pour produire du doute. C'est même devenu une science qu'on appelle l'agnotologie, qui est la production artificielle de l'incertitude. Un excellent livre aussi traduit en français sur cette question. En particulier sur la cigarette, qui est un exemple admirable. Il y a 80 ans de travaux pour arriver à produire du doute sur le lien entre cigarette et cancer. Et ça marche. Enfin, ça a marché longtemps.
Donc la production d'eau doit être prise au sérieux. Le point fondamental, c'est que, en fait, on est dans une situation qui est un peu l'équivalent de la découverte, des grandes découvertes. C'est important, je dis ça, j'ai rajouté ça exprès pour les gens d'Amérique latine. Donc c'est l'équivalent de la découverte de l'Amérique, sauf que ce n'est pas une découverte d'une terre nouvelle, en extension en quelque sorte, c'est d'une façon nouvelle d'être sur la terre. C'est une terre qui réagit à notre activité. Et donc c'est reprendre à une échelle beaucoup, beaucoup plus importante toutes les catastrophes qui sont arrivées. Par exemple, quand les premiers colons sont arrivés dans la forêt amazonienne, ils ont cru que c'était une terre extraordinairement riche, parce qu'ils voyaient toute cette profusion, et ils l'imaginaient comme leur propre sol, bourguignon, beausois, avec des gros sols et des 4 mètres de sol, et puis ils s'apercevaient que dès qu'on avait déforesté, le sol disparaissait, parce que le sol était en fait tenu par la forêt, pas l'inverse. Donc cette espèce d'erreur continuelle sur ce que c'est que d'être sur une terre se reproduit, d'après les différentes sciences, climatologie, etc., sur tous les sujets. Donc c'est l'équivalent des grandes découvertes, mais ce n'est pas la grande découverte d'un nouveau continent, c'est la découverte des continents saisis par une espèce d'action, d'activité, si vous voulez, de réaction à nos activités, qui modifie complètement la relation qu'on avait avant. En gros, la relation, c'est qu'avant, on était sur un sol relativement stable et qu'on se disputait. Donc on faisait des guerres classiques, en quelque sorte. Je t'assassine, tu m'assassines, je me venge, je venge. Mais sur un décor qui, lui, ne bougeait pas. Enfin, de temps en temps, il y avait une inondation, un volcan, etc. Mais en gros, stable. Tandis que là, on s'égorge, on continue de s'égorger, Dieu sait, mais on s'égorge, mais en plus, le truc sur lequel on est bouge. Et réagit apparemment très vite. Les glaciers, les Andes, comme vous le savez, sont directement impactés, mais pas que les Andes, les traits de côte, l'ensemble des animaux, l'ensemble des poissons, etc. Et ça, c'était vrai avant, on avait une influence, mais on pouvait toujours dire, oui, mais le monde est tellement vaste, notre influence à nous est négligeable. Notre influence à nous est l'équivalent, maintenant, d'après les gens qui défendent le mot d'anthropocène, à la tectonique des plaques, c'est-à-dire à quelque chose qui est puissant. Donc nous, on va faire quoi? Oui, je voulais quand même parler de Gravity, parce qu'il faut quand même toujours parler de Gravity à un moment ou à un autre. Le symbole quand même de cette situation, c'est Gravity, qui est quand même assez marrant, que des spécialistes d'Hollywood aient bien compris que ben maintenant, non. Maintenant, c'est pas... On ne s'évade pas, on revient. Et on revient sur Terre, et on se retrouve en situation de finitude, disons. Donc comment on va faire, nous? Alors ça, c'est à vous de voir. On va essayer de définir des territoires et de voir comment ces territoires sont en lutte les uns avec les autres. Donc un territoire, c'est pas simplement un espace national, ça c'est la version nationale westphalienne, disons, de ce que c'est qu'un territoire, mais les territoires, c'est beaucoup plus intriqué que ça. C'est ce dont on dépend, c'est ce qui a des frontières, mais ces frontières ne sont pas forcément des surfaces colorées sur une carte. C'est aussi, et ça c'est très important, ce à quoi on est attaché, et évidemment c'est aussi ce qu'on est prêt à défendre. Donc c'est ça qu'on voudrait essayer de montrer, c'est d'essayer les territoires, non pas en carte comme ici, c'est-à-dire ça vous voyez une situation géopolitique tout à fait classique, mais en réseau. Donc des problèmes vraiment de représentation qui sont assez compliqués à imaginer. Donc nous allons, ça je parle de notre simulation à l'intérieur duquel nous espérons vous avoir comme délégation, hein. Tout ça est encore en chantier. On est avant la vraie conférence, mais ça c'est volontaire, vous êtes encore plus avant, mais nous on l'a fait aussi avant. C'est important parce qu'on ne voudrait pas être... on voudrait pas avoir... on voudrait clairement séparer de la folie de ce qui va se passer à l'automne. Il va y avoir des dizaines de... Déjà il y en a une aujourd'hui à Poitiers, il y en a encore une en mars, je pense que vous en prévoyez aussi d'autres, je suppose, à l'automne. On va choisir 40 délégations de 5 étudiants. Donc c'est vos camarades, l'équivalent de votre groupe ici qui est à Paris, qui va faire la sélection avec nous. Et la scénographie d'ensemble est imaginée par une autre école que j'ai fondée il y a quelques années, qui s'appelle l'École des Arts Politiques à Sciences Po, qui est plutôt pour des artistes et des chercheurs un peu plus grands, ils ont 30 ans à peu près, donc beaucoup plus grands que vous, qui travaillent sur ce terme très bizarre d'art politique pour trouver des formes, des façons de construire d'un lien politique nouveau. Et on fait ça dans un théâtre, selon un scénario. Frédéric est ici une des écrivaines de ce scénario, pour lequel ne nous posez pas trop de questions précises, puisqu'on ne les a pas encore.
devant un public, un peu différent du vôtre, on a un public parce qu'on est dans un théâtre. Pourquoi un théâtre? Ça c'est important parce qu'on voudrait, évidemment, c'est un but pédagogique, former des étudiants à la négociation comme vous, mais on voudrait aussi, c'est un but de recherche en sciences politiques. Qu'est-ce que ça veut dire de sortir du cadre des gens? Qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on peut parler de ces questions d'une façon qui n'unifie pas trop S'il y a aussi un but, mais ça ne vous intéresse pas directement, mais moi ça m'est très important parce qu'on est lié à des tas d'autres universités et à cause des SCUB dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi un but de sciences exactes, c'est-à-dire donner aux chercheurs en sciences exactes qui sont constamment attaqués par les climato-négationnistes une autre façon de se tenir, disons, et de se présenter. Et puis un but, je crois que ça vous intéresse aussi ici, un but artistique qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire de faire une œuvre collective, évidemment. Mais je vois qu'ici à Poitiers, on est habitué à ce genre de connexion entre des activités. Comment sont choisies les délégations? Et je finirai à peu près là-dessus. Les délégations sont, en gros, est-ce qu'elles innovent sur un ou idéalement 4, mais un de ces quatre points? Est-ce qu'elles arrivent à définir autrement les partis? Est-ce que c'est des États ou est-ce que c'est des sujets? Est-ce que c'est des objets de controverse qui servent d'attracteurs pour la délégation? Et ça c'est très intéressant et c'est très difficile parce que les États c'est simple de dire ouais, vous représentez le Costa Rica ou vous représentez ça, on croit que c'est simple, en fait c'est très compliqué parce que chaque représentation d'un pays agrège des tas d'intérêts. Est-ce qu'on innove sur la détection des parties prenantes? Donc comment on délègue? Quels sont les délégués? De quoi vous êtes représentatif en fait? Vous représentez quoi? Je sais pas, si on imagine que le campus de Poitiers trouve une solution pour représenter Pachamama dans la négociation de l'ONU, c'est intéressant. Elle arrive comment, Pachamama? Elle arrive avec des fanfares, elle se représente comment? Comment est-ce qu'elle parle? Où est-ce qu'elle se situe? Est-ce que c'est un homme, une femme, un être? Qu'est-ce que c'est que d'occuper? Est-ce que c'est une place vide? Est-ce que c'est un truc, une cloche qui interrompt les discussions? On ne sait pas. C'est ce genre de choses importantes. Est-ce qu'on innove dans l'objet de la dispute? Donc ça nous intéresse beaucoup pour des raisons peut-être moins importantes pour vous, mais pour nous très importantes, qui sont ces réseaux de territoires qui ne sont pas nationaux. Comment on les représente? Si vous êtes le lobby de gens qui font du fracking dans le monde entier, vous représentez ça comment? Ça ressemble à quoi de parler du fracking? Il n'y a pas un endroit où il y a du fracking, il y a des tas d'endroits où il y a du fracking, il y a des sociétés qui font ça, qui sont en forme de réseau, certains diraient de pieuvre. Comment vous la représentez, la pieuvre? De façon à rendre visible aux autres délégations la présence de cet être avec toutes ces connexions. We know who is responsible. Donc il faut pouvoir dire, oui mais... Et évidemment, ça c'est une autre chose que la négociation de type onusien simplifie, qu'on voudrait compliquer. C'est comment on innove sur la négociation même. C'est quoi de négocier? Est-ce qu'on négocie un accord en disant, donc c'est une déclaration, ou est-ce qu'on négocie, disons, des connexions en disant, ah oui, ça c'est vrai, si vous prenez ça en compte, alors nous, il faudrait qu'on change ça de notre propre problème. Donc on commence à construire un monde commun. Si vous voulez, en gros, c'est très simple, c'est que dans l'idéal tel qu'on nous le présente, il y a la raison qui est supposée unir tout le monde, la nature qui est supposée unir tout le monde, le domaine supranational des Nations Unies qui est supposé organiser tout le monde, un peu en dessous les calculs économiques qui sont supposés être une métrique commune, et puis à l'intérieur de ça on négocie. Entre gens raisonnables, on va s'entendre, il y a des calculs, on fait des calculs, vous prenez ça, nous prenons ça, un peu de CO2, un peu moins de CO2, et on discute et on s'entend. Et donc c'est ça qu'on pense que c'est pas vrai. Il n'y a pas d'unité de la nature, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'accord. C'est des mondes, et ces mondes doivent être représentés dans leur incommensurabilité d'abord, avant de pouvoir s'unir. On ne vit pas dans un monde commun. On peut le composer, mais on ne vit pas dedans. Donc c'est ça qu'on voudrait essayer d'innover. Et donc, je vous finis mon petit exposé sur un film que vous avez sûrement vu, Mélancolia. Si vous ne l'avez pas vu, il ne faut pas que je vous dise comment ça finit. Parce que... Qu'est-ce qui a vu Mélancolia? Ah ben quand même, donc je peux vous dire comment ça finit, alors vous direz aux autres. Ben, ça finit mal.
Donc ça, c'est la Terre, et le problème, c'est qu'il y a une autre grande planète qui arrive et on ne sait pas si elle se rapproche ou elle s'éloigne. Donc on a évidemment un petit appareil qui permet de savoir si elle s'éloigne ou pas, la menace arrive ou pas. Et on s'abrite à la fin dans cette petite cahute de la catastrophe qui arrive et qui vient. Voilà, nous on fait une petite cahute au Théâtre des Amandiers en mai 2015. Je vous remercie. Alors, bon, c'est pas grave. Si vous avez c'est bon. Si vous avez des questions, c'est le moment. J'ai des micros. La conférence est enregistrée, donc bien. Micro. T'es bon. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question par rapport au négationnisme, au scepticisme dont vous parlez précédemment. Un scepticisme qui est présent dans les classes politiques, mais aussi dans la population. Et d'ailleurs, moi, je me demandais, par rapport aux causes de cet scepticisme populaire, je me demandais si peut-être il n'était pas issu à un attachement au principe de liberté républicaine, quoi, puisque l'année dernière je faisais quelques débats et j'étais vraiment très étonné de la réponse très agressive de quelques personnes qui ont touché au sujet, par exemple, de l'empreinte naturelle, par exemple, que le fait que notre action a un effet sur l'environnement puisse compromettre des droits des autres personnes, et que cela mène, par exemple, au concept dont vous avez parlé, l'éthique naturelle, qu'en gros, on n'a pas le droit de faire certaines choses, puisque ça met en péril le droit des autres personnes. Et je me demandais s'il ne pourrait pas y avoir une opposition entre justement cette éducation républicaine qui prône la liberté de l'individu et cette éthique naturelle qui dit mais en fait vous n'avez pas autant de liberté que vous le pensez. Et voilà, c'est à peu près cette question. Et l'exemple, justement, le sujet sur lequel on avait eu ce conflit avec mes amis l'année dernière, c'était le droit à la natalité, par exemple. Le fait que si on continue à faire des enfants comme nous l'avons fait ce dernier siècle, peut-être on ne va pas rentrer. Ou aussi la question de le niveau de consommation, par exemple le droit à accéder à certains biens de consommation comme la voiture ou ce genre de choses. Bon, merci. C'est une question très, très importante. Je suis le 8e enfant, le dernier enfant de 8 enfants, donc sur la question de la limitation des naissances, j'ai des vues un peu divergentes, parce qu'à l'époque, j'étais pas là. Mais ce qui est important dans ce que vous dites, j'ai utilisé éthique naturelle, j'ai dit il y a un droit naturel qui est une forme bizarre de droit naturel qui est émergent à cause de ce que vous dites, c'est-à-dire de dire au nom de la nature, mais elle-même disputée, il ne faut pas faire ça. C'est ce qui arrive lorsque on veut interdire c'est ce que vous l'avez parfaitement dit, les climato-sceptiques, les négationnistes, s'ils sont si fermes, comme le montre M. Luns, sur les données, c'est parce qu'ils savent que si on a ces faits-là, on est obligé de faire quelque chose. La politique suit, disons. La policy suit, pas forcément la politique. Mais... Donc, on est tous affrontés à cette situation-là. C'est-à-dire, si on vous dit, c'est comme si vous fumez, si on vous dit c'est dangereux pour vos poumons, vous êtes un peu obligé de faire quelque chose. La tentation de dire, mais peut-être que c'est pas complètement vrai, vous viendra très vite. Donc, il y a d'innombrables raisons pour être climato-sceptique, y compris, évidemment, le fait que ça nous oblige à faire des choses qui nous limitent dans notre développement. La notion même de développement, je rappelle que l'opposition farouche jusqu'à la COP 15 ou 16 des pays en voie de développement, dont beaucoup étaient évidemment dans votre monde, c'est-à-dire en particulier Brésil, Argentine, etc., était justement que toutes ces affaires de climat étaient un moyen de domination des pays riches sur les pays en voie de développement et de volonté d'en réduire leur développement. Lorsque le Club de Rome a fait paraître son rapport dans les années 70, la réaction, je veux dire y compris la mienne, et j'essaie de comprendre pourquoi, c'était de dire c'est des gens qui veulent
encore une fois, réduire le développement, notre propre émancipation, juste au moment où tout le monde commence à sortir un peu de la pauvreté, etc. L'argument républicain, cette fois-ci technique au sens de l'Amérique, des républicains américains, est précisément celui-là que vous avez dit. C'est du socialisme, et d'ailleurs le livre dont je parlais, j'ai oublié le nom de ce célèbre sénateur qui vient d'être élu, qui a écrit ce livre, c'est de dire c'est du socialisme. C'est-à-dire, on veut nous imposer, la phrase c'est de dire, avec les questions du climat, ce que la Russie soviétique n'est pas arrivée à imposer aux États-Unis, tous ces climatologues vont nous l'imposer. C'est-à-dire de prendre des décisions qui vont limiter notre droit de propriété, limiter notre droit au développement, limiter notre droit à jouir, tout simplement. Donc, c'est évident que quand vous avez des énoncés de fait qui ont une capacité à exiger de vous des modifications de la totalité de votre environnement matériel, vous ne vous précipitez pas pour dire oui, vous avez raison. Ceci dit, inversement, et c'est là où la contradiction que vous avez mentionnée est très importante, si je vous dis il y a le feu dans l'établissement, vous ne discutez pas, vous sortez. Si quelqu'un crie au feu, vous sortez. Donc vous doutez après, mais sur le moment, par précaution, disons, vous mettez votre poids de confiance dans cette affaire. Donc il y a une troisième raison, enfin une autre raison religieuse dans cette affaire, qui joue un rôle très très important. Et je pense que ce serait intéressant que les gens qui travaillent sur ces questions en Amérique latine se penchent là-dessus. C'est que aussi c'est un droit. Tout ce qui nous est arrivé est un droit. Le droit d'obtenir, disons, la modernisation, pour le dire vite. Et donc, il y a un argument théologique qui est très intéressant là-dessus. Si on vient vous dire, oui, mais ce droit-là, il est maintenant aboli, vous allez être obligé de vous restreindre, de changer, etc. C'est évident qu'on ne se précipite pas sur l'argument non plus. Donc, toutes ces questions, j'espère que vous allez les aborder parce qu'elles sont essentielles. Est-ce que c'est une limitation au droit de propriété ou est-ce que c'est une façon d'occuper les territoires différente ? Après tout, le droit de propriété, il n'est pas si vieux que ça. Notre droit de propriété, il a 2-3 siècles au maximum. Il y a des tas d'autres façons d'avoir des propriétés. Et donc, derrière votre question, il y a la question qui est très intéressante, qu'on voudrait beaucoup essayer de développer d'ailleurs, c'est celle des communs, des commons. Je ne sais pas quel est le mot en espagnol des commons, mais qui devient très très important, c'est-à-dire, disons, des principes de propriété commune. Et évidemment, l'Amérique latine a été remplie d'autres façons d'occuper la propriété que celui qui a été imposé, alors là, très clairement, par la prise de terre des Européens au moment de la décolonisation. Donc aussi, c'est aussi là-dessus qu'on revient. Quand on est en Argentine ou quand on est... La question de la prise de terre et l'occupation du sol devient très, 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 très importante. Donc oui, il y a plein de raisons d'être climato-sceptique. Non pas climato-sceptique au sens des scientifiques, ça c'est fini, on ne peut plus, mais parce que de toute façon on est climato-sceptique parce qu'on ne fait rien. Donc, moi je n'ai confiance complète dans l'institution scientifique, mais je suis climato-sceptique en pratique. Qu'est-ce que je fais? Je bois des trucs en plastique, je ne fais rien de particulier. Si je trie mes déchets, mais bon, c'est rien. Donc je n'arrive pas à... Et chaque année, les élèves des environnements de Sciences Po m'accusent d'avoir une footprint qui n'est pas bonne en CO2. Oui, bon, j'étais en terre de feu, on m'a dit que je allais pouvoir racheter mes droits à CO2 en faisant de la conservation des tourbières de terre de feu. Bon, ça c'est super, mais on ne fait rien finalement. Donc, on est ce que j'appelle climato-quiétiste. C'est-à-dire, quiétiste c'est une hérésie théologique qui est très intéressante. Dieu va s'occuper de moi bien, je n'ai pas la peine que je m'en fasse trop. Donc on peut être climato-quiétiste aussi, pas simplement sceptique. Mais la question que vous posez est essentiellement une question juridique très 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 importante sur le droit de propriété. Est-ce qu'il existe des droits de propriété alternatifs qui permettraient d'absorber ce que certains chercheurs appellent réhabitation, une autre façon d'habiter? Sans faire de philosophie... Ça fait vraiment partie des questions qu'il faut que vous discutiez dans votre simulation, puisque vous avez la chance on a la chance de vous avoir comme simulateur avant que nous simulions nous-mêmes nos affaires. C'est très intéressant de voir.
Merci à Bruno Latour de son intervention. Je dirige l'Espacement d'Est France. Alors je ne fais pas de pub pour la maison. Sachez que nous avons commencé la première exposition sur le climat en 1993. Une exposition qui avait fait grand succès. Depuis, nous en avons fait 4. Une qu'on a inaugurée voici quelques semaines. Et les 2 autres ont été de francs flops. Peu de public. Peu d'intérêt. Et par rapport à ce que vous expliquez, on sent qu'effectivement il y a un essoufflement par rapport à l'ensemble de la complexité présentée, et on est passé à ce qu'on appelle de temps en temps un climato-fatalisme. C'est comme ça, on verra bien. Si vous allez sur Internet, le 22 mai dernier, nous avons fait intervenir 8 personnalités, dont un Chilien, Luis Flores de la Católica de Santiago du Chili, et un ancien conseiller scientifique à Tokyo, au Japon. Et en fait, ce qui nous a tous scotchés, c'est une responsable de sciences de vie et de terre dans un lycée qui a dit que les jeunes élèves en avaient marre de l'environnement et du développement durable et qui voulaient faire d'autres types d'approches. Donc simplement, il y a une ambiance autour du climat et vous l'avez bien relaté. Il y a une exposition à Mendès France, je l'ai déjà dit aux responsables de cette honorable maison. Si vous voulez la visiter, parce qu'elle n'est pas que scientifique, elle est aussi scientifique, mais on essaie d'évoquer les problèmes sociaux qu'il y a autour des représentations du climat. On a inventé un jeu autour de ça pour les classes. Vous êtes non seulement les bienvenus, mais vous serez invités. Donc si vous souhaitez derrière ça prendre des informations scientifiques complémentaires, on va organiser quelque chose pour celles et ceux qui sont intéressés. Sachez que cette exposition va être diffusée en Asie du Sud-Est, et je suis en train de la négocier pour l'Amérique du Nord via un groupe, une ONG canadienne. Donc pour vous dire que le climato-fatalisme, il est là, mais en attendant, il y a quand même des groupes qui essaient de se battre. Donc ce que vous allez faire en mars et en mai prochain, il y a une grande attente de mon point de vue. Donc encore merci pour l'invitation au débat. Et demain, donc vous avez Dahan et... Oui, Ami Dahan, pardon, qui sera là. Si vous voulez venir, c'est de 9h30 à 16h. Et à 19h, on a une conférence qui va décrocher la lune, comme dans Mélancolia. C'est sur la place des médias dans l'information et la désinformation à 19h. Donc Ami Dahan, elle intervient très concrètement à 11h30 et Hervé Le Treut à 10h30. Mais c'est de 9h30 à 16h30 toute la journée. Donc vous venez, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. On va perturber les cours de Mais attention à être assis en cours quand même. Le point... Vous allez nous vider mon cours. Le point pour lequel... c'est intéressant qu'en 92, parce que c'est évidemment, du point de vue de la politique mondiale, c'était aussi le cas. C'est-à-dire que des accords qui ont été faits entre Bush, même Reagan, Bush père, Clinton, sont devenus impossibles après. Donc la raison, c'est pas qu'on n'était pas... De nouveau, c'est pas qu'on n'était pas conscient, c'est que la conscience de l'extraordinaire, le caractère révolutionnaire, en quelque sorte, de la situation devient au contraire beaucoup plus forte. Donc brusquement, les gens se disent, mais attendez, ça vedonc dire que si cette planète a les caractéristiques que vous dites, ça veut dire que la totalité de ce qu'on appelait géopolitique change. Et c'est là où donc c'est pas un désintérêt passif, c'est un désintérêt actif, c'est une dénégation. Il faut absolument obtenir que le monde n'ait pas ces caractéristiques-là. C'est pour ça que notre simulation à nous, et je pense que c'est intéressant qu'on travaille un peu là-dessus, c'est de pouvoir augmenter les conflits. La raison pour laquelle je crois beaucoup des sujets genre développement durable, environnement trié, etc. Là, c'est parce que c'est rempli de bon esprit. Il ne s'agit pas de bon esprit, il s'agit de politique. C'est la politique la plus classique. Il y a des ennemis, il y a des amis, c'est du Schmitt, disons bêtement. Il y a des ligues, il y a des associés, et toutes les questions... Alors évidemment, ça ne se voit pas tout de suite, parce que c'est sur des questions de verre de terre, de sel, de terre, de carbone. La politique du carbone ne paraissait pas vraiment... Comment est-ce qu'on se réunit maintenant sur le climat? C'est invraisemblable. D'enseigner à Sciences Po, je fais un cours à Sciences Po depuis maintenant pas mal de temps sur les humanités scientifiques, de faire un cours sur la diplomatie du climat. Ça n'a aucun sens. Jamais les prédécesseurs sur les bancs de Sciences Po n'ont parlé de diplomatie du climat. Le fait que ça soit... C'est pour ça que le terme de géopolitique doit changer. Moi, je l'appelle Gaïa politique. Ou Pachamama politique, si vous voulez. Et là, ça commence à twister pas mal, parce que ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes... On a des définitions des ligues en lutte qui sont différentes. Et je pense que c'est ça
qui assassine ces questions, c'est quand vous avez, on a beaucoup travaillé là-dessus avec des élèves de SPIP, le film inaugural de 2009, pour moi, est resté dans ma mémoire, avec une petite fille un peu comme ça, qui a un petit nounours, et puis elle perd son nounours dans un trou, et puis elle va le chercher. Ah oui, mais il faudrait tous qu'on s'unisse pour empêcher que mon petit nounours disparaisse, etc. Et ça, c'était le film de lancement de la conférence de 2009. Vous voyez ça et vous dites, le climat, je m'en fous. C'est pas possible, c'est pas vrai, c'est sans intérêt. Parce que, évidemment, c'est toujours le caractère cul-la-praline, gnangnan, sous prétexte que c'est des questions de nature, qui sont les questions les plus dures qui soient. Qui sont les plus controversées, non pas au sens de la controverse sur l'origine anthropique du climat, mais au sens que, si c'est vrai, et c'est vrai, qu'est-ce qu'on change? Ben, on change tout. Changer la façon dont vous habillez, la façon dont vous buvez de l'eau, la façon dont vous faites des trucs en plastique, la façon dont vous déplacez dans le... etc. Et ce caractère révolutionnaire est constamment noyé dans une espèce de vague de bon esprit qui suppose que du moment que c'est la nature, et c'est là, je n'ai pas fini de répondre à votre question qui est très très importante sur le lien qui est très nouveau et très original. Je vous donne un exemple. J'ai une étudiante qui a la chance, une étudiante de doctorat qui a la chance d'être qui a observé la façon dont le GIEC, donc le comité du GIEC, écrivait la dernière synthèse, la semaine dernière. Ils sont là, les malheureux, vous imaginez, ils ont 3 fois 1000 pages. De ces 3 fois 1000 pages, ils ont extrait chacun 30 pages pour les 3 parties du GIEC. Il y a la partie science, la partie mitigation et la partie policy. Ensuite, il doit faire un résumé de ce 3000 pages plus 3 fois 30 de 30 pages pour les décideurs. Donc vous imaginez le travail, il faut arriver qu'ils soient d'accord. Ils commencent à discuter et il y a une des diapositives, c'est pas celle que j'ai montrée, mais c'est une autre sur, en gros, l'impact de la façon dont on utilise le sol, justement, c'est intéressant, et son influence sur la transformation climatique. L'Arabie saoudite demande la parole et dit non, vous ne pouvez pas mettre cette... il ne faut pas du tout mettre cette image-là, vous allez modifier complètement la façon dont les décideurs croient. Les décideurs vont croire que nous sommes responsables. Les scientifiques disent bah oui, c'est pas... je ne dis pas que vous êtes responsable, vous les Saoudiens, je dis voilà, c'est ça les faits que nous avons analysés. Ah, les Saoudiens disent non, ça marche sur le consensus, il faut enlever cette image, on va croire que nous sommes, ça recommence en une semaine, ça dure une semaine, et à chaque fois, la délégation saoudienne demande qu'on enlève cette figure. Donc, voilà le genre de situation dans laquelle ils sont. S'ils l'enlèvent, ça veut dire qu'en fonction de la politique, de la policy plutôt, vous allez modifier les faits. D'accord? C'est comme si je vous disais, on n'a que 30 lits d'hôpitaux, donc il n'y a pas d'Ebola. Il y a juste un cas d'Ebola. Vous voyez, j'ai mal à la négociation. Il y a combien de cas d'Ebola? Il y en a 100. Non, il ne peut pas y en avoir 100 parce que j'ai juste 30 lits d'hôpitaux. Donc il n'y a que 10 cas d'Ebola. Vous imaginez les scientifiques qui seraient soumis à cette pression, ils s'agiteraient dans tous les sens en disant je suis navré, mais il y a 100 cas d'Ebola. Oui, mais c'est le GIEC. Ils sont obligés d'être d'accord. Donc ils recommencent et la négociation continue indéfiniment pour arriver à obtenir. C'est pour ça que je disais droit naturel, c'est évidemment une semi-plaisanterie, mais quelque chose qui dit si le monde a ces caractéristiques affirmées, alors il faut faire ça. Non pas le détail de la politique, mais l'alerte. C'est pas il faut faire ça, il y a une alerte. C'est des phrases qui sont des alertes. Et les scientifiques ne sont pas habitués à cette situation. Ils étaient habitués avant, dans toute autre situation normale, par exemple dans les cas de santé, on aurait défini un comité scientifique qui aurait dit généralement qu'il y a plein de controverses dans tous les sens, on aurait demandé à des experts de simplifier les résultats, et ensuite on les passe aux politiques. Ce n'est pas le cas. Et à mon avis, ça, il faut le jouer dans la simulation. Parce que c'est une caractéristique du problème. Ce sont des forums hybrides, où la définition des états de fait entraîne des définitions de ce qu'il faut faire. Pas en détail, mais au sens, c'est pour ça, l'alerte, c'est pas la policy, c'est de dire, c'est simple, si on dit les océans vont monter de temps, je ne peux pas vous le dire calmement. C'est comme le monsieur qui s'assied sur le bébé, je peux pas vous dire, il y a un bébé, il y a un bébé, attention. Si vous dites même, vous pouvez être très factuel, vous direz, il y a un bébé sur la... Je pense que vous allez plutôt dire, il y a un bébé. Vous voyez, c'est exactement le problème de ces scientifiques-là.
Ils sont tous terribles. Vous demandez à Le Treut, c'est un type, je l'ai vu angoissé devant le public qu'il attaquait. Il voit les trucs. Chaque fois, il a des données qui sont pires. Et puis, la classe politique complètement indifférente. La classe intellectuelle en France, en tout cas, j'en parle pas, complètement indifférente à la question. En disant, mais non, ça n'arrive pas. La France, imaginez-vous, le nuage de Tchernobyl n'est même pas arrivé chez nous. Comment, par extraordinaire, voulez-vous que la crise écologique arrive en France, le pays de la modernisation? Mais enfin, voyons, vous délirez. Ceux qui savent très bien, c'est ma famille est bourguignonne et elle s'occupe du vin, eux, ils savent très bien. Ils ont très bien compris qu'il fallait... Les choses allaient bouger vite et qu'il fallait racheter des vignes ailleurs. Pas au Chili, mais... Du coup, quels sont à quoi pensez-vous pour représenter bien ces faits de la part des scientifiques? Quelle posture doivent-ils adopter? Quels sont les comportements les plus adéquats qu'ils devraient adopter? D'abord, moi, j'ai toujours enseigné en proposant des énigmes impossibles, en disant aux élèves de Sciences Po de se débrouiller pour trouver la solution. C'est ce que je fais. La règle, c'est quand même de dire, je crois, n'essayez pas... Moi, je suis un pragmatiste au sens de la philosophie de Dewey, et en particulier de Lippmann, qui a cette phrase très juste, ne prétendez pas parler au nom du bien commun. Parlez au nom de vos intérêts. C'est-à-dire flying under your own colors. Et je pense qu'un des dangers, un des problèmes que les scientifiques ont toujours, c'est qu'ils prétendent parler au nom de la science et de la raison, et ils se font attaquer par d'autres qui, au nom de la science et de la raison, disent que ces gars-là sont des lobbies. Donc c'est ça qui est très drôle, c'est que les républicains accusent, les républicains, y compris les scientifiques payés par les républicains, accusent les scientifiques, genre Le Treut, d'être un lobby. C'est ce que j'ai entendu moi-même directement de Le Treut dans une réunion il y a quelques années qui m'a absolument bouleversé. Et le gars, un monsieur très chic venant de l'industrie, je ne sais plus, une industrie extractive quelconque, disait mais pourquoi on vous croirait, vous êtes un lobby particulier? Et jamais je n'ai entendu avant des Français accuser d'autres scientifiques d'être un lobby. Le lobby, c'est des gens qui sont contre d'habitude, c'est pas des scientifiques. Il est professeur au Collège de France quand même. Et donc, la réponse à ça, si vous dites ah oui mais non mais attendez les gars, moi je représente la science. Ça n'a aucune activité, ça marche pas. Il faut dire, quels sont dans la pièce que nous avons fait avec Frédéric, on a scénarisé cette scène-là. Et c'est une très belle scène, à mon avis la scène la plus intéressante, dans laquelle les chercheurs, la chercheuse, qui est l'héroïne de cette partie de la pièce, dit clairement, on l'accuse de lobby, voilà ce que nous voulons. Voilà ce que nous sommes, voilà combien nous sommes payés. Mon mari et moi, nous allons donner notre feuille d'impôt, etc., etc. C'est-à-dire, autrement dit, de jouer carte sur table. Vous m'accusez d'être un lobby, et vous, c'est quoi? Vous défendez quoi? L'industrie pharmaceutique, l'industrie extractive du pétrole? Voilà, moi, je défends le programme. Oui, j'ai des intérêts particuliers, réussir mon programme, avoir d'une bourse, une subvention de recherche, etc. C'est-à-dire jouer carte sur table. Je ne sais pas si c'est jouable dans la scénographie que vous imaginez comme nous, mais je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. Ce n'est pas des gens qui se réunissent au nom disons, parce que tout le monde représente l'intérêt général. Total représente l'intérêt général. Évidemment, et c'est vrai en un certain sens, il représente l'intérêt général, il faut le prendre au sérieux. Mais est-ce qu'on peut comparer, c'est ça que je veux dire par territoire en lutte, est-ce qu'on peut comparer des territoires en lutte? Mon territoire, voilà ce que je veux moi, voilà le monde dans lequel je suis. Techniquement, nous appelons ça d'écrire des cosmos en anthropologie. C'est quoi le monde dans lequel vous voulez être? Il est composé de quoi? Ça peut être des détails, hein, ça peut être... mon monde à moi, c'est des môles avec des républicains dedans, entièrement tous d'accord, beaucoup de fusils, du pétrole, le monde de Bush, quoi. Et voilà, c'est ça mon monde. Moi, je n'imagine pas qu'il y en ait un autre. Je suis navré, mais c'est ce monde-là. Si ce monde-là, on me l'enlève, phrase de Bush père, le mode de vie des Américains n'est pas négociable. Une phrase célèbre prononcée en 2000. À partir de là, la négociation a de la peine à commencer. Mais au moins, on sait ce qu'il veut. Un McDonald's, un mall, un truc, et là, voilà, c'est ça. Si vous amenez Pacha là-dedans, qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire que, oui, mais il y a une autre personne qui occupe le territoire déjà, qui a une autre définition du sol, une autre définition du droit de propriété.
une autre définition de la représentation, parce que ça change la dynamique de la négociation. Dans ma version complètement utopique, je le reconnais, c'est ça que je voudrais qu'on simule. Pour répondre à votre question, justement, c'est quoi bien se présenter? C'est pas de dire j'ai raison et vous êtes irrationnel, parce que ça ne marche pas. Dans ce cas-là, ça ne marche pas, puisque c'est la science elle-même, pourtant assurée, qui est accusée d'être irrationnelle. C'est l'originalité de cette dispute. Les scientifiques ne sont pas en désaccord, le public croit qu'ils sont en désaccord. Est-ce qu'on peut construire la scène dans laquelle les scientifiques eux-mêmes s'abstiennent d'utiliser l'argument du bien commun, et évidemment, je ne parle pas des... On l'attend aussi. L'État, il ne suffit pas de dire, mais nous sommes tous d'accord. Mais non, on n'est pas tous d'accord. C'est comment voulez-vous être d'accord dans un monde qui est entièrement à transformer, dont les limites ne sont plus infinies? C'est impossible. Il y a des perdants, il y a des gagnants, il y a des ennemis, il y a des amis, il y a des gens à désigner comme responsables, etc. Et si on fait quelque chose en sciences politiques, si on a fondé une institution des sciences politiques, c'est quand même pour débattre de ce genre de choses. Bon, moi je voulais rebondir de nouveau sur le concept que vous aviez évoqué pour la question précédente, celui du bien commun. Et moi je me demandais alors quels seraient les critères pour définir qu'est-ce que c'est un bien commun et qu'est-ce que ce ne l'est pas, puisque je me souviens d'une réponse du ministre de l'Éducation brésilien dans un forum international, je ne me souviens plus lequel, dans lequel les États-Unis voulaient le pousser à reconnaître l'Amazonie comme un bien humain commun. Et la réponse du ministre brésilien était que quand les Américains seraient prêts à reconnaître que les enfants brésiliens étaient aussi un bien commun de l'humanité, lui, il serait prêt à reconnaître que l'Amazonie était aussi un bien commun de l'humanité. Alors, comment définir un bien commun? C'est seulement l'environnement ou aussi les enfants d'un pays ou quels sont les critères qui nous permettent de définir ça? Un beau cas de négociation, là. Je ne suis pas assez juriste pour... j'ai utilisé probablement... C'était pas des biens communs dont je parlais, un sujet de droit auquel je ne connais pas suffisamment de choses, mais je parlais des commons au sens de ce mouvement qui est, disons, sur la tragédie des communs. Vous avez tous entendu parler à un moment ou à un autre de la tragédie des communs. Et de la réponse à la tragédie des commons, qui redevient très à la mode en France, pour des bonnes raisons, de dire... Le dernier accord, par exemple, Chine-Amérique, qui était un accord encore complètement virtuel, apparemment, d'après ce que disent les spécialistes de la négociation qui sont à Sciences Po, était déjà quand même, non pas de dire le climat est un bien commun, ça serait la suite de l'argument juridique dont vous parlez, mais de dire, on arrête de dire qui est responsable. Apparemment, c'est la première fois que Chine et Amérique ne disaient pas qui est responsable. Dans le film que vous pouvez aller voir, qui est absolument sensationnel, du Spiegel, ça s'appelle Copenhague Négociation Spiegel, quelque chose comme ça, quelqu'un a filmé en caméra cachée le débat entre Obama et les autres en 2009. C'est déjà ancien, mais c'est admirable pour comprendre ce que c'est qu'une négociation diplomatique au sommet. Ils sont tous en train de s'accuser. Sarkozy dit aux Chinois... c'est quand même scandaleux que vous ne preniez pas de décision. L'autre lui dit tu es un hypocrite. Sarkozy répond hypocrite toi-même. Obama dit je suis très pressé, on a plein de choses à faire, il faut quand même décider. L'anglais dit Madame Merkel essaie de faire du bon esprit et dire mais il faut quand même qu'on prenne une décision, puis finalement il ne décide rien. Donc c'est très bien parce que quelqu'un a filmé ces trucs qui devaient normalement être pas filmés. Donc là c'est pas ce common-là dont je parle. Le common, c'est de dire le moment où on commence à avoir quelque chose qui est le monde commun, pas les biens communs, qu'on avait supposé avant, disons, la négociation usuellement, c'est-à-dire il y a un monde commun, c'est la nature que nous partageons, on la connaît par les sciences, là on doit tous être d'accord, il n'y a pas d'État commun, il n'y a pas d'État mondial, mais on va quand même trouver une solution bricolée, et au fond on est réunis par la raison. S'il n'y a pas ces choses-là, si ça ne suffit pas à unifier, c'est quoi l'alternative? L'alternative, c'est de recomposer le monde commun, d'accord? Alors, je ne sais pas exactement comment ça se traduit juridiquement, parce que je ne suis pas suffisamment juriste. C'est pas de dire il y a des biens communs,
Parce que l'Américain qui vient dire l'Amazone c'est un bien commun, je comprends assez les Brésiliens qui disent tiens, oui, l'occupation des sols par l'Amérique c'est déjà assez important, donc on ne va pas en plus leur donner l'Amazonie. C'est assez logique. C'est la prise de terre, justement, c'est le système de prise de terre, là, les biens communs. C'est normal qu'on s'en méfie. Mais qu'il y ait une négociation entre se dire, oui, mais en fait, finalement, non pas l'Amazonie appartient à tout le monde, mais il doit y avoir des moyens de faire quelque chose avec l'Amazonie. Il faut qu'il y ait l'Amazonie dans votre affaire. Vous ne pouvez pas faire une négociation sur ces sujets sans que l'Amazonie soit représentée d'une façon ou d'une autre. Surtout qu'elle n'est pas que brésilienne, l'Amazonie, en plus. Puis en plus, il y a des Indiens dans l'Amazonie, c'est intéressant. Elle bouge de 1000 façons. En plus, elle est constamment reprise par les médias. Donc c'est un super sujet à visualiser. Et donc c'est d'essayer de trouver une solution où on trouve la métrique qui permet de négocier. C'est là où on n'est pas du tout au clair nous-mêmes, parce qu'on ne sait pas encore du tout comment ça va se faire. Mais qui n'est pas... Alors il y a une métrique qui est celle des droits à polluer. Il y a une métrique qui est celle des quantités de CO2 émises, mais il doit y avoir plein d'autres métriques qui permettent... J'aime bien l'idée que c'est arbre avec enfant, ou arbre sans enfant, ou arbre contre enfant. C'est quand même assez super, ça, comme négociation. Creuser ça. Ah oui, alors attendez, les enfants, si je mets les enfants appartiennent à tout le monde. Donc vous, les Américains, vous allez payer pour les enfants, le développement des enfants. Les arbres contre des enfants, ça commence à devenir intéressant comme négociation. Est-ce que ça ouvre des possibles? C'est ça la question. Et on a besoin de toutes les forces d'intelligence pour arriver, des élèves de Sciences Po et d'autres, pour arriver à cette... Bonjour, merci. En fait, si vous parlez de... Là, il n'y aurait plus un État commun ou une métrique commune au monde. Il y aurait juste une galaxie de cosmos, comme vous venez de dire. Et donc, du coup, il n'y aurait pas de valeur universelle. Est-ce qu'on pourrait penser de valeurs universelles, de valeurs communes à tout le monde dans cette nouvelle façon de penser le monde? C'était juste ma question, merci. Ben, ça c'est une question grave et difficile. Disons, jusqu'ici, l'idée de valeur universelle ne nous a pas simplifié la tâche politique. On croyait qu'on en avait une. Je suis très intéressé par la dispute sur les sciences du climat, parce que s'il y avait vraiment des valeurs universelles, en particulier sur la raison scientifique, on aurait un accord des esprits. Bon, puisqu'on l'a, cet accord des esprits, les conséquences seraient supposées suivre. Personne ne doute de l'ensemble de ces menaces. Donc la conséquence politique, en tout cas en termes de policy, devrait suivre. Elle ne suit pas, précisément parce que sur ce cas-là, c'est un cas exemplaire de certitude scientifique. Néanmoins, le doute est construit officiellement, enfin artificiellement plus exactement, de sorte que cette valeur universelle, on pourrait dire l'objectivité scientifique, n'entraîne pas d'action politique. Depuis le mémo de M. Luntz, c'est exactement ce qui se passe. Il est la certitude, la phrase, je crois que je la cite exactement, si le public américain avait la certitude, partageait la certitude scientifique, nous ne pourrions pas empêcher les conséquences politiques. Donc je crois qu'il faudrait, je pense qu'il faut essayer d'imaginer, enfin, ça c'est une position philosophique complètement discutable, hein, et je peux la défendre si on me laisse plus de temps. C'est de dire, non, il faut composer ces valeurs. Elles sont bien à l'horizon, mais elles ne sont pas là. Il n'y a pas d'État national, il n'y a pas... D'ailleurs, le problème de Gaïa, c'est qu'elle n'est pas non plus la nature unifiée, elle n'est pas elle-même unifiée. Chaque fois que vous parlez avec des scientifiques, ce que je fais beaucoup, et je dirige moi-même un programme avec Sciences Po et des géologues et des scientifiques du sol et des biochimistes, si vous voulez arriver à comprendre ce qui se passe dans un sol amazonien, c'est un monde de complexité. Si vous rajoutez le climat, l'eau, les vers de terre, etc., les trucs ne sont pas unifiés non plus. Donc vous pouvez dire, là, c'est la raison scientifique, mais en fait, ça n'entraîne rien comme unité. Il y a une multitude de disciplines, une multitude de complexités. Donc il vaut mieux dire, s'il y a une multitude de complexités, composons. Vous avez besoin de quoi dans vos sols? L'exemple du sol est très intéressant. Les sols amérindiens sont des sols pauvres. Bon, voilà, déjà, ça entraîne une immense transformation du rapport avec ce que c'est que l'agriculture. On ne va pas nous imposer une définition du sol venant des Occidentaux. Les Occidentaux ont des sols très épais, riches et solides,
Vous pouvez déforester, vous avez toujours le sol. En Amérique du Sud, non. Enfin, à peu près partout. Vous déforestez, le sol disparaît. Pourquoi? Le sol est tenu par les arbres. En fait, c'est les arbres qui tiennent le sol. Donc, voilà un cas très intéressant de cosmos. Est-ce que c'est une valeur universelle? Ben non, c'est des gens qui disent, mon sol à moi, je suis navré, mais il a une fragilité qui fait que si je déforeste, il disparaît. Est-ce que vous acceptez qu'il disparaisse ou pas? Oui, parce qu'au fond, le soja, pendant 10 ans, ça va fonctionner très bien. Après, on partira ailleurs. Oui, mais moi, je ne peux pas partir ailleurs, je suis là. Ah bon, si vous êtes là, est-ce que ça vous donne des droits d'être là? Que vous soyez paysan, ou vous soyez, je ne parle pas des indigènes, là, je parle des paysans, voire des citadins. Est-ce que nous, on peut bouger? Non, on ne peut pas bouger. Ah voilà une question fondamentale. Est-ce que vous avez la capacité de bouger? Vous parlez des gens qui sont globalisés, qui peuvent être aussi bien un jour en Argentine. Je le disais là, en terre de feu, c'est un cas extraordinaire, parce que les Indiens ont été éliminés en 30 ans. L'un des observateurs de cette transformation, brusquement, il dit: ah oui, mais finalement, j'ai fini avec la terre de feu, je vais en Afrique du Sud. Oui, mais les Indiens, eux, ils ne peuvent pas bouger. L'idée que vous pouvez aussi bien être là que là, c'est une idée complètement bizarre pour l'occupation d'un territoire. Est-ce que ça, c'est des valeurs universelles? C'est laquelle qui est universelle? C'est l'occupation d'un lieu, ou c'est l'idée que vous pouvez bouger partout? Vous voyez, c'est des conflits de monde, c'est des conflits d'une puissance. Vous ne pouvez pas les simplifier en disant: mais écoutez, on est tous gens raisonnables, on est tous des gens de la terre, la nature nous entoure, tout ça va nous unifier. Non. Alors, soit on se bagarre, et de façon chaotique, soit on dit: non mais, l'horizon est bien un horizon de paix. Mais pour faire une paix, il faut une guerre d'abord. Donc il vaut mieux dire des conflits. Je reconnais que c'est casse-gueule. Hein. Ça serait mieux de dire il y a des valeurs universelles et sinon. Mais je pense que sur ces sujets, ça ne marche pas trop. Une dernière question. Bonjour, et merci pour la conférence. J'avais une double question qui va de même. Et vous avez parlé de l'impossibilité de se faire comprendre par le scientifique de toute la population. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas la faute aux scientifiques par l'utilisation d'un vocabulaire qui est si technique et difficile à comprendre pour l'ensemble de la population? Et la deuxième question qui va un peu sur la même ligne est: quel est le rôle que vous pensez que les universités doivent jouer face à la société? Parce que si on voit par exemple Obama et Sarkozy, ils ont tous assisté aux meilleures universités qu'il y a au monde, où ils ont été censés acquérir des connaissances sur les problèmes de la société. Et maintenant, on voit que dans la pratique, ils sont anti-scientifiques et sont plutôt guidés par des intérêts disons, privés. Et donc, comment repenser le rôle que les universités devraient jouer pour former, disons, des élites qui, après, lorsqu'ils seraient au pouvoir, ils pourraient ne pas commettre les mêmes erreurs que commettent les élites aujourd'hui? Je n'ai pas vraiment de réponse à la deuxième question, en dehors de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de créer les doubles licences et de faire ce qu'on fait. Vous envisagez que vous envisagez que ça puisse être fait? Disons, des gens qui ont fait à la fois Sciences Po par ici et qui continuent après, je pense que ça... disons, mais ça, je défends ma paroisse. Les humanités numériques permettent, les humanités scientifiques, ça permet de donner une petite... mais je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Je pense qu'il y a tout à faire sur ces questions. Sur le premier point, c'est plus compliqué parce que je ne pense pas que ce soit du tout la complexité scientifique. Les gens sont... D'abord, ce n'est pas des sujets hyper complexes, justement, contrairement aux autres sciences. C'est pas comme de comprendre, je sais pas moi, la physique quantique. Au contraire, c'est des sciences qui sont assez compréhensibles et il y a énormément de très bons j'allais dire prédicateurs des sciences, disons diffuseurs des sciences, en particulier les scientifiques. Le Trott a fait un excellent livre sur la question. Comment ça s'appelle? Dalmot. Comment tu l'appelles?
Valérie Masson-Delmotte. Masson-Delmotte a fait un excellent livre sur le climat. C'est des petites sciences, c'est des sciences qui ne demandent... c'est pas des sciences très compliquées à comprendre, elles sont très bien diffusées. C'est pas là que vient l'incertitude. L'incertitude vient, l'incertitude artificielle, créée artificiellement, vient de campagnes qu'il faut appeler de désinformation, de production d'ignorance, comme le dit le monsieur dont j'ai oublié le nom, mais qui a fait un livre sur une discipline que j'adore, l'agnatologie, la production artificielle d'ignorance. Sur des questions où on sait quelque chose. La deuxième question est très vaste, mais le directeur de cette institution doit avoir des réponses que moi j'ai pas. C'est de trouver ce qu'on fait, quoi. C'est-à-dire toutes les formules qui permettent de lier, je pense, c'est très important, représentation scientifique, représentation politique et représentation artistique. Je m'intéresse depuis très longtemps à cette triple représentation. Parce que les arts sont un moyen très puissant. J'ai poussé et introduit les ateliers artistiques dans Sciences Po exactement pour cette raison. Les arts donnent des moyens, je ne sais pas, vous les faites ici, j'espère, donnent des moyens d'approcher les questions autrement, et ça fait travailler aussi, parce que ça permet de parler de monde, pas simplement d'intérêt. Les arts sont bons à comparer des mondes, et donc pas simplement des intérêts. Des intérêts, c'est si vous lâchez des économistes, si vous définissez des intérêts avec une métrique commune. Mais c'est pas, le monde qu'on habite n'est pas fait comme ça. Le monde qu'on habite, c'est la blague des économistes. Le gars appelle à un autre économiste et dit on me propose un poste à Yale, est-ce que tu crois qu'il faut que j'y aille? Et l'autre lui dit tu es spécialiste des choix rationnels, tu n'as qu'à calculer. Et l'autre lui dit tu blagues, c'est une question sérieuse. Je ne peux pas la résoudre comme ça. C'est ça le problème de l'économie. Et donc là, on a besoin de monde, on a besoin de façon d'engranger des mondes, et ça c'est en gros quand même les arts qui le font. La révolution la plus importante à Sciences Po, c'est l'introduction des ateliers artistiques. Je pense que c'est ça qui à terme changera les choses. Finalement, on a le temps pour une toute dernière question, si on a... Bonsoir, merci pour votre intervention. Je voulais savoir si le fait qu'on ait un scepticisme dans la population en général observé... Le fait que quoi? Il y a un scepticisme dans la population observé. C'est pas parce qu'en fait le rôle de la science, est majeur dans la société, au sens où c'est ce que les gens croient le plus, contrairement justement aux arts qui sont un peu mis de côté. Et si les preuves scientifiques qu'on apporte arrivent à convaincre tellement facilement la population, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser le rôle de la science dans la société pour pouvoir expliquer et travailler sur des questions telles que le climat et les changements qui vont venir dans les années. Merci. Mais attends, j'ai pas compris la question. C'est savoir si le rôle de la science dans la société, le fait qu'on puisse démontrer très facilement que, après des années d'études, que par exemple il n'y a pas de changement climatique vraiment pour les climato-scepticistes, qui ont des interrogations sur ça aux États-Unis. Et est-ce que c'est pas parce que justement la science a un rôle si important et que la population arrive à la croire vraiment, et contrairement justement à des oui, je vois ce que théories. Vous voulez dire. Oui. On croit, ça c'est osé comme interprétation de la situation. Il y a quelque chose de juste dans ce que vous dites, c'est que les gens qui s'expriment, les climato-sceptiques français, sont souvent des physiciens qui ne sont pas spécialistes de la question, donc ils parlent au nom de lois de la physique. Donc dans l'ancien régime d'autorité, en disant moi je suis physicien, je connais les lois de la physique, je peux vous dire que ça, tous ces gars-là, c'est des menteurs. Et eux, ils sont crus. C'est très intéressant votre hypothèse en fait, parce que du coup c'est effectivement que ça ressemble au type d'autorité classique des sciences. Les autres, les Le Trott, les Masson-Delmotte, etc., ils font des trous dans la glace, ils font des campagnes très longues, ils ont accumulé depuis 50 ans des masses de données extraordinaires, ils ne ressemblent pas au ton d'autorité, ça c'est vrai, de ces sciences que les physiciens surtout, disons le ton physicien d'assurance indiscutable, reprise de façon d'ailleurs parfaitement imitative par les économistes. Donc c'est vrai que ça peut jouer, c'est une hypothèse qu'il faut que je prenne en compte pour la rapidité avec laquelle les doutes sont introduits dans le public.
C'est-à-dire, gagne celui qui prend le ton d'autorité. C'est Allègre, en fait, ce que vous décrivez, assez bien. Le gars qui est assez... il a l'air d'un clown, disons, du point de vue, mais il l'assène avec autorité, dans un style d'autorité qui est effectivement impressionnant, et les gens disent, bah oui, le gars qui dit ça, il doit avoir raison. Alors qu'il n'a jamais publié un papier sur la question, et que les seuls points bourrés de fautes qui ont été produits par lui ont été critiqués par les spécialistes de l'affaire. Tandis que c'est vrai que l'autre qui dit, oui, mais c'est très compliqué, il y a plein de preuves un peu contraires, c'est une accumulation de petites données, il a toujours l'air faible. C'est le gros avantage, vous avez utilisé le mot démonstration, il n'y a pas de démonstration sur ces affaires, il n'y a pas de démonstration. Il y a une multitude de petites affaires et des modèles. Alors les modèles, évidemment, sont très critiquables et très critiqués, et puis il y a une multitude de faits. C'est des sciences naturelles, c'est des trucs que les scientifiques de la physique n'aiment pas. Donc c'est vrai, vous avez raison, il y a une espèce de ton. D'ailleurs, on le voit dans la discussion dont je parlais là du GIEC, de l'étudiante, c'est que du coup, le résultat, c'est qu'il y a, il y a le schéma, finalement, l'Arabie Saoudite a perdu, il y a quand même le schéma, mais ensuite il y a un long paragraphe, toutes les précisions techniques de la production de ce schéma. Et évidemment, si vous lisez ce schéma, si un climato-sceptique lit ce schéma, il dit oui, regardez comment c'est disputé. Donc c'est faux. Parce qu'on n'est pas habitué à monter la difficulté des preuves, et on va toujours dire, ah oui, mais si c'est discuté, alors c'est disputable. Parce que les certitudes scientifiques de ce genre de discipline s'accumulent par des campagnes avec des sigles. Lisez le Vast Machine, c'est la meilleure présentation qui est de cette affaire, si ça vous intéresse. Ce sont des sciences naturelles, pas des grandes sciences de démonstration. Donc vous verrez le trot demain, pour ceux qui vont, il ne peut pas parler avec ce ton d'autorité indiscutable qu'il a démontré définitivement que le climat, etc. Je vous remercie de votre suggestion, il faut que je la creuse. Allez, la toute dernière. Ça va, bon, j'ai un train, je crois. Oui, ça va aller. Mais court, hein, la question, court. Bon, là, je pense que la question c'était sur la différence entre une autorité symbolique et une autorité scientifique, et disons, la prépondérance de l'autorité symbolique. Mais ma question portait aussi peut-être sur le fait qu'il y a une insuffisance et une inefficacité de la raison à créer de la volonté de changement, et que cela pourrait alors amener au fait que si la raison n'est pas suffisante pour créer de la volonté, alors peut-être il faudrait essayer de développer des moyens de créer des moyens affectifs ou émotionnels pour créer cette volonté. C'est ça votre hypothèse, que c'est plutôt... un peu, oui. Enfin, il y a cette phrase que j'aime bien, qu'on attribue toujours à un proverbe chinois, mais si on sait et qu'on ne fait rien, c'est qu'on ne sait pas. Sur le lien entre savoir et volonté. C'est vrai. Si je sais, oui, la cigarette c'est très dangereux, puis pouf, je me mets à fumer ma cigarette, est-ce que je le sais que c'est dangereux? Non, puisque je ne fais pas, je ne m'arrête pas. Donc je ne sais pas, finalement, je sais un peu. Donc là, le savoir est toujours d'ailleurs, dans tous ces sujets, c'est des savoirs en gradient, disons, c'est un long gradient. Donc, puisque, en fait, ces questions de lien entre CO2 et influence sur le climat, elles sont connues en un certain sens, connues par certains scientifiques depuis le milieu du 19e siècle. C'est une vieille histoire. Les Arrhenius faisaient déjà le lien entre CO2. Ils trouvaient que c'était formidable, d'ailleurs ça nous allait nous éviter un réchauffement, une glaciation. Donc c'est ancien. Mais c'est pas le savoir, ça. Ça c'est savoir un peu. Quelques personnes le savent un peu. Mais savoir le lien que vous faites entre savoir et volonté, grand problème scolastique, c'est un problème qui fait qu'en fait il faudrait plutôt parler qu'on sait, on sait pas bien, on sait un peu. C'est ça les climato-sceptiques dont je parlais. Et effectivement, je pense que les arts ont un rôle les arts au sens très très large du terme. Qu'est-ce qui vous fait changer d'avis quand vous vous intéressez à quelque chose? C'est parce que vous avez vu quelque chose qui vous a bougé. C'est pas des calculs d'intérêt. C'est comme ma blague de mes économistes. Comment est-ce qu'il va décider d'aller à Yale? C'est pas parce qu'il a fait un calcul. Le calcul joue, mais il joue après.
réfléchissez à la façon dont vous avez pris la décision de venir dans cette école. Vous avez fait un calcul. Vous avez fait un... Non mais, c'est compliqué les calculs de oui, je vais là, donc là, c'est un calcul rationnel. Et si vous demandez aux gens pourquoi ils ont des enfants, oui, d'accord, mais c'est pas des calculs rationnels. Donc il faut autre chose un peu dans la machine. Merci à tous et donc on se reverra en mai.